La FPA, fièvre porcine africaine, est maintenant arrivée en Chine depuis 2 ans déjà. Et ça a fait un ravage, un bouleversement sur le marché mondial. Un impact qui a été aggravé, je dirais, par le Covid qui est donc intervenu depuis le début de l'année 2020. Donc, tout ce que je vais dire maintenant, c'est un résumé de l'essentiel d'une étude assez détaillée qu'on a donc réalisée avec des éléments surtout où est la situation aujourd'hui et quelle est la reconstruction de la production porcine en Chine actuellement. Et pour illustrer tout de suite l'impact que l'importance de la Chine a eu dans le monde, c'est cette graphique ici que vous voyez, où on voit depuis des années une croissance de la production mondiale, un plateau depuis 2014-2015, et ensuite on voit la forte chute depuis la peste porcine africaine. La fièvre porcine africaine est arrivée en Chine avec une baisse de la production qui était de 12-13% en 2019 par rapport à 2020, et puis on estime que le quart de la production mondiale sera parti cette année par rapport à 2018. Donc c'est un impact énorme. Germain vient de le dire tout à l'heure, la Chine représentait la moitié de la production mondiale encore en 2018. Et comme le montre très bien le camembert à côté, aujourd'hui, donc, la Chine ne représente plus que le tiers de la production mondiale, suivie par l'Union européenne, les États-Unis, et ensuite, même si ce sont des très grands pays producteurs de porc, ben, ils représentent très peu finalement à l'échelle mondiale, donc avec le Brésil, Russie et le Vietnam par la suite. Donc, la Chine, très 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 important, la maladie s'est diffusée très 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 rapide sur l'ensemble du territoire, du nord vers le sud, et une des raisons principales de diffusion de la maladie en Chine, c'était surtout le transport des animaux à partir des zones de production vers des zones où il y avait plutôt des abattoirs, donc proches des grandes villes en Chine. Donc les transports des animaux malades, souvent, sur plusieurs milliers de kilomètres. Bon, ensuite, la maladie s'est diffusée très rapidement sur d'autres pays, donc comme le Vietnam, les Philippines, entre autres, qui aujourd'hui sont aussi contaminés, et bon, ça continue à se développer et à avoir des nouveaux cas régulièrement. Alors, comment ça va faire? Qui va pouvoir produire du porc pour la Chine? Qui va pouvoir fournir? Ben, dans un premier temps, on a la production porcine donc dans l'Union européenne, où on a des évolutions contradictoires avec, dans le nord de la Chine, de l'Union européenne, une stabilité, voire une baisse de la production qu'on observe aujourd'hui, avec un développement toujours en Espagne. Pour l'Europe centrale, il n'y a pas de développement vraiment, il n'y a pas vraiment de baisse, on essaie de tenir, fortement touché par la fièvre porcine africaine aussi, il n'y a pas d'investissement, et on peut penser qu'il y a des fortes progressions de production dans les mois, des années à venir en Europe de l'Est. Donc, on table plutôt sur une production stable, ce n'est pas l'Europe qui va produire, remplacer la Chine dans les mois à venir. Ensuite, les perspectives de croissance étaient assez importantes dans les Amériques, donc États-Unis et Brésil. On tablait encore il y a quelques mois sur une croissance de 5%, mais le Covid-19 est intervenu depuis, et puis dans les deux pays, on pense que l'effet sera plutôt moindre en termes de croissance. Pour les États-Unis, au lieu de 5%, on pense plutôt que la croissance cette année, 2020, donc sera de l'ordre de 0 à 2%. Et pour le Brésil, là aussi, on pense plutôt à une moindre croissance. Au-delà des perturbations ponctuelles qu'on a vues, dont je reviens tout au long de mon intervention, on pense qu'en termes de commerce, en termes de production, il peut y avoir des conséquences ou des résultats durables du Covid. Donc ensuite, de nouveau, je le dis quand même, on voit très bien, on a des 3 grands pays producteurs, donc l'Union européenne représentée ici en tant qu'un seul pays, États-Unis par la suite, et ensuite les autres pays, même si la croissance peut être énorme, très peu d'impact finalement à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est quand même très important de dire.
Alors, je zoome directement sur la Chine. On a vu une très importante chute de nombre de truies en Chine depuis l'arrivée de la fièvre porcine africaine. Donc, officiellement, on table sur 40%. Nous, IFIP Apsis, on pense plutôt que la baisse était de moitié du cheptel en Chine. On a atteint le plus bas en fin de l'année dernière. Donc, octobre-novembre à peu près, le cheptel a été au plus bas et depuis, il y a une très lente reconstruction des effectifs. Mais en même temps, il y a toujours de nouveaux cas de fièvre porcine africaine, ce qui fait que souvent la croissance dans certaines régions, la croissance est compensée par des nouveaux cas dans d'autres élevages. Ce qui est très clair actuellement, c'est qu'il y a un manque énorme de reproducteurs, à un point où les élevages aujourd'hui utilisent des porcelets femelles de la production pour devenir des reproducteurs. Et comme on parle de plus en plus des grandes structures, le besoin des grands lots, aussi avec pour objectif de limiter, de réduire le risque de contamination de FPA, on cherche des grands lots de porcelets. Et ce qu'il explique le graphique dessous pour montrer que depuis maintenant, début 2019, le prix de porcelet est quasiment constant en croissance et aujourd'hui, on est à un prix énorme. Et vous imaginez bien que là, pas tous les producteurs peuvent se permettre d'acheter à ce prix des porcelets. Donc tout dépend vraiment de la situation économique des structures pour pouvoir acheter. Je reviens plus tard. Et ça reste toujours d'actualité, un grand problème reste la gestion sanitaire qui est fortement défaillante en Chine, qui, dans un premier temps, donc, a causé la diffusion très rapide de la maladie, et pour le moment, ça reste quand même d'actualité. Juste pour donner quelques éléments, donc, dans un premier temps, la biosécurité externe des fermes reste quand même très fragile, avec des élevages qui sont ouverts, accès facile, où, vous le voyez sur la photo, il y a encore des sacs d'aliments qui rentrent, donc on rentre, on sort, avec d'aliments. Un autre élément qui est très important, c'est le personnel qui est insuffisamment informé ou formé pour résister, pour contrer l'entrée du virus de la fièvre porcine africaine. L'aliment est un vecteur de contamination également, donc à travers des sacs entre autres, mais surtout dans les petites structures, les restes de la ferme, même si c'est interdit depuis depuis octobre 2018, le SWIL, ou les restes de fermes ou des restaurants, c'est interdit d'utilisation dans les petites fermes. Il semblerait que beaucoup d'élevages utilisent encore fortement cet aliment pour nourrir les animaux, donc contamination assez rapidement. Le transport reste d'actualité. Et donc, quand on parle de transport, surtout, c'est le nettoyage des camions qui est insuffisant dans la plupart des cas. Un élément très important aussi en Chine, c'est que l'absence de l'équarrissage. L'équarrissage n'est que très peu pratiqué. Dans la plupart des cas, s'il y a des animaux morts, la photo indique quelque chose. Mais dans la plupart des cas, quand il s'agit d'un grand élevage, on creuse un trou derrière l'élevage et on met des animaux morts dedans. Un élément pour indiquer qu'il y a une petite croissance de nouveau du nombre d'animaux, c'est le recours à la vaccination qui est générale, qui est subventionnée pour toutes les maladies en Chine. Donc, au-delà de la fièvre porcine africaine, l'ensemble des maladies qu'on connaît encore sont présentes en Chine et dans la plupart des cas, les élevages vaccinent. Donc, ce qui prouve aussi que la situation sanitaire est toujours défaillante parce qu'on continue et on refait totalement la vaccination contre toutes les maladies, par culture probablement, mais tout simplement parce que la situation sanitaire n'est pas suffisante. Juste pour donc la fièvre porcine africaine, il n'y a pas de vaccin contre cette maladie et a priori, malgré tous les investissements qui sont en train de se faire dans le monde entier actuellement, on ne pense pas qu'il va y avoir un vaccin avant 2022. Donc, il y a encore, il y a 2 ans, on disait que ça va prendre au moins 5 ans. Donc, ça va prendre au moins encore 3 ans avant on pourrait penser qu'il y a un vaccin sécurisé qui marche pour la production porcine. Alors, en Chine, le porc est présent partout.
avec une représentation inégale selon les régions et aussi selon les types d'élevage. Donc il y a des régions avec de très fortes densités, comme le Sichuan, qui se caractérisent plutôt historiquement par des élevages familiales, tandis que dans d'autres régions, on a énormément de petites structures du backyard, comme on dit aussi, l'agriculture vivrière, ou par exemple dans le Henan ou dans le Shandong, où historiquement quand même, on a construit plutôt des grands élevages pour organiser, pour approvisionner des grandes villes comme Pékin ou Shanghai. Depuis déjà plusieurs années, il y a une grande restructuration en cours. Leur politique, le gouvernement avait pour objectif de remplacer toutes les petites structures par des grandes structures. Mais bon, là, on a quand même, on se heurte à un dilemme, le dilemme de nombre de gens qui vivent du porc, soit en production, mais aussi dans la commercialisation des animaux, tout ça. Donc, il y a quand même un dilemme parce que encore des milliers de petits élevages existent encore, et donc on pense aujourd'hui le backyard représente encore le quart de la production chinoise, ou le quart des effectifs, hein, avec encore des millions, et on l'estime autour de 25 millions de petites structures qui vivent partiellement du porc. Même si le gouvernement avait fait un plan de restructuration, de diminution des petites structures, eh bien, ces structures restent encore très, très présentes. Le plan, vous le voyez sur la gauche du graphique, et sur la droite, observez une enquête qui a été faite en 2018. Vous voyez que toujours les petites structures conservent une part très importante dans la production. Et les grandes structures, justement, sont beaucoup moins importantes, ce qu'auraient souhaité les autorités. Donc, les fermes familiales représentent en gros encore la moitié de la production et les grandes structures deviennent de plus en plus importantes, donc grands élevages ou intégrateurs, actuellement autour de 25% de l'offre, avec des investissements récents basés sur les technicités européennes occidentales, avec de plus en plus orienté des conduites rationalisées. Et vous voyez un élevage de porc sur étage. Et il y a énormément de différents types de complexes avec des étages jusqu'à le plus grand que j'ai vu, c'est 13 étages. Donc des élevages de porcs avec plusieurs milliers de truies concentrées sur des grands complexes. Et cette construction-là est en train de s'accélérer, était déjà importante et s'accélère depuis la ferme porcine africaine en Chine. Alors, rapidement, qui sont des grands producteurs? Eh bien, vous voyez que seulement le top 10 représente 8%. Donc, il y a encore énormément d'autres structures, plus ou moins grands, et je viens de le dire tout à l'heure. Donc, le top 10, seulement 8%. Et quand on regarde les top 10 donc, sur le graphique de camembert de droite, vous voyez Vance Food qui est le plus important, producteur de volailles également, et initialement le fabricant d'aliments. Myung Foodstuff, c'est le deuxième producteur. Depuis maintenant, cette année, vu les grands investissements que ce groupe a fait, on pense que le deuxième groupe aujourd'hui est dépassé Vance en termes de production et est devenu plus important et donc est devenu le premier producteur en Chine. Et ensuite, on voit que ça diminue très rapidement. Et donc, l'ensemble de ces grandes structures ne représente que, je répète, seulement 8% de la production chinoise. Ces entreprises vont bien. La rentabilité est très bonne depuis maintenant 2 ans. Enfin, en gros, vont bien parce que le prix du porc a triplé, même si donc les entreprises ont divisé par 2 parce que aussi touchées par la fièvre porcine africaine. Eh bien, s'ils sont touchés et leur production est divisée par 2, eh bien, avec un prix du porc qui a augmenté d'un tiers, enfin qui a triplé, pardon, ont quand même gagné beaucoup plus d'argent. Et ils continuent à investir. Bon, après, il y a donc, grâce à tout ça, un développement de la production, mais le Covid ralentit un petit peu la production. Une intéressante illustration, c'est les projets annoncés, ça date de mai 2020, où on voit des immenses projets avec des montants énormes, d'un côté, avec des volontés de produire donc plus de 27 millions de porcs prochainement, donc dans les années à venir. J'ai pris tout ça dans un même article, mais ça illustre aussi un petit peu
la différence entre les différentes annonces qu'il y a selon les montants annoncés d'un côté et le nombre de porcs qu'on souhaite produire avec ces montants, avec des écarts énormes selon des structures. Et on peut presque dire, même si la moitié est vraie, c'est déjà énorme avec les projets qu'ils veulent faire. Toujours est-il, vous voyez dans le graphique à côté, vous voyez la croissance des grandes structures et des intégrateurs qui prennent énormément de parts de plus dans le cheptel truie, et on voit que les petites structures diminuent après l'année prochaine, tout doucement en importance. Ceci est une estimation que nous avons faite, partant du principe qu'à partir d'un certain moment, le prix du porc va baisser un peu, les grands ayant une meilleure rentabilité et un meilleur coût de production, mais il va y avoir doucement une compensation qui ralentira un petit peu le développement du nombre de truies dans le pays. Et au même information ici, donc la production, donc les truies qui produisent, on va arriver, selon nos estimations, à 47 millions de tonnes produits, donc toujours inférieur au niveau d'avant la fièvre porcine africaine en Chine. Par contre, on peut penser qu'à peu près 2/3 de la production, donc 50% des truies, produiront à peu près 2/3 de la production. Tout simplement parce que les élevages produisent donc avec de nettement meilleures performances, une bonne rentabilité, et donc peuvent produire beaucoup plus de kilos de viande à partir d'une truie. En gros, c'est ça le résumé. L'intervention politique est très, très, très importante actuellement pour soutenir le développement de la production, avec des financements, des subventions, et surtout en forçant ou en poussant des villes de mettre à disposition des parcelles pour construire des gros élevages, avec un problème qu'on va sans doute voir dans les années à venir, donc des élevages avec l'odeur, avec l'environnement proche des villes, ça risque aussi d'avoir un problème. Mais tout ça est l'origine du fait qu'on veut réduire le transport des animaux. L'origine de ces groupes sont essentiellement des fabricants d'aliments. Donc, toutes ces grandes structures sont d'origine fabricants d'aliments qui cherchent à intégrer, à développer la production pour sécuriser un débouché. En moindre mesure, on a aussi des abatteurs qui cherchent à sécuriser un approvisionnement de porc par l'intégration donc des élevages. Donc, c'est moins fréquent. Et depuis très récent, et donc la Chine commence à accepter qu'on ne sera jamais capable de produire la totalité des porcs nécessaires pour nourrir la Chine. Depuis donc 2-3 mois, la Chine souhaite investir, donc le gouvernement motive des entreprises, des grandes entreprises chinoises d'investir dans les pays amis, c'est-à-dire avec les pays avec qui on a une relation commerciale, d'échange à bon terme, et là où il n'y a pas de problème de fièvre porcine africaine. Donc on peut penser par exemple à l'Australie, Nouvelle-Zélande ou potentiellement le Brésil. Alors en termes de commerce, le commerce a fortement augmenté depuis le début donc de la peste porcine, la fièvre porcine africaine en Chine. Donc les volumes ont atteint un record en avril, le mois donc avril dernier, où le total des importations en Chine ont atteint 550 000 tonnes, toutes provenances donc. Ce qu'on voit très bien dans le graphique, le tableau dessous, c'est que historiquement, c'est surtout des coproduits qui sont approvisionnés à la Chine. Depuis donc l'année dernière, on voit très bien, c'est des viandes qui ont fortement augmenté en volume et surtout en valeur. Et c'est en valeur que l'ensemble des fournisseurs de la Chine en ont évidemment profité. Alors, qui en a profité? On voit très bien l'Espagne et l'Allemagne, les pays de l'Union européenne, en gros, ont fourni 2/3 des volumes en 2019 par rapport à 2018. Donc, on était largement les premiers fournisseurs, nous, Européens, par rapport aux autres pays, comme par exemple les États-Unis, qui ont fortement augmenté aussi. Mais tout au long de l'année dernière, les États-Unis ont été pénalisés par le conflit commercial. Et actuellement, les choses changent un tout petit peu. On voit que dans le graphique de droite, on voit que les États-Unis, aujourd'hui, sont de premiers fournisseurs avec des volumes énormes sur les 5 mois. Donc, on vient d'avoir les 5 mois disponibles, exportés
donc de ces pays-là vers la Chine égale les importations chinoises. Et donc, par contre, quand même, hein, on voit très bien, l'Espagne, l'Allemagne maintiennent aussi des volumes. Alors, une des explications est tout simplement que les États-Unis sont aujourd'hui beaucoup plus compétitifs. On voit dans le graphique vert évolution des prix que l'Union européenne, on en a profité en augmentant des prix de porc jusqu'au début de l'année, et après on voit une chute, mais on voit aussi que progressivement les États-Unis sont devenus beaucoup plus compétitifs et les Chinois donc achètent de plus en plus pour des raisons de prix aux États-Unis, gagnent ou profitant de leur compétitivité. Pour regarder un petit peu dans l'avenir, on pense quand même, malgré le Covid, que les volumes vont augmenter par rapport à l'année dernière. Peut-être le plus 50%, ça sera difficile à atteindre, même si les premiers mois montrent quand même une très bonne croissance. Mais on table sur les années à venir, jusqu'en 2023, de l'ordre de 4,3 millions de tonnes importées, toutes provenances. Et progressivement, ce qu'on pense, c'est que les États-Unis vont perdre un tout petit peu des importances. L'Union européenne va perdre un petit peu par rapport aux autres fournisseurs. Un élément clé dans tout ça, depuis le Covid, c'est que l'ensemble des fournisseurs sont pénalisés. Donc les exportateurs ont de plus en plus d'incertitudes d'accès, comme actuellement, à cause de Covid, les pays du Nord, Pays-Bas surtout, mais aussi l'Allemagne, et un certain nombre d'entreprises américaines aujourd'hui ont interdiction de fournir parce qu'ils ont des personnels contaminés de Covid dans leurs abattoirs. Tout ça a pour incidence que les prix sont sous la pression et on a vu ces dernières semaines une forte baisse du prix du porc pour l'ensemble des pays. Alors, parmi les fournisseurs, je le disais déjà un tout petit peu, l'Union européenne, on part du principe, reste parmi les grands fournisseurs. Toujours est-il que les volumes font progressivement diminuer face à la concurrence de plus en plus croissante, les États-Unis et le Brésil plus importants. Le Canada et le Chili, je table plutôt sur un niveau stable des livraisons. La Russie, on ne le voit pas encore, et pourtant, on continue à dire qu'avec la croissance de la production, avec les relations qu'entretient la Russie avec la Chine, on peut penser que lentement, il va y avoir une possibilité que la Russie aurait un accès, qui est déjà aujourd'hui via Hong Kong, ou en tout cas à Hong Kong. Donc, je pense que la Russie restera ou peut devenir un fournisseur de la Russie, de la Chine, même si les volumes resteront relativement faibles. Donc, en dernier transparent, le prix en Chine restera durablement élevé. Et là, je parle bien de la Chine intérieure. On a bien vu que depuis le Covid est arrivé, donc le prix en Chine a diminué. A diminué un peu, reste quand même très 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 élevé. La Chine a quand même un petit problème. Pour que la production se redéveloppe, il faut que les prix à l'intérieur soient élevés pour que les entreprises continuent à développer. Et donc, on voit très bien que le prix à l'intérieur de la Chine remonte actuellement. La consommation revient partiellement, ça c'est le premier point. Il y aura un petit peu moins d'importations actuellement. Et les dernières semaines, il y a un autre élément qui joue quand même en Chine, c'est les inondations qui a de nouveau perturbé le transport national d'approvisionnement des grandes villes. Et donc, ça joue aussi dans les prix à l'intérieur de la Chine. Pour approcher la Chine, la Chine, et on l'a vu ces dernières semaines, continue à faire jouer la concurrence à l'importation entre pays, mais aussi entre viandes. Et donc, pour cette raison, on va maintenant voir des éléments sur les productions de volailles et bœuf et des approvisionnements. Merci Yann Pissler.